Donc, Ok. bonsoir à tous ceux qui nous ont rejoints là, ces dernières secondes. Bonsoir à tous. Merci d'être parmi nous pour cette IRL traditionnelle qu'on fait tous les ans depuis quelques années sur le bilan un peu de l'année précédente et les projections qu'on peut avoir sur tous ces sujets du numérique en santé. Et ce que je vous propose, c'est de commencer par justement cette partie bilan et c'est Didier qui va prendre la main pour démarrer. Didier, c'est à Ok, vous. merci. Donc, écoutez, voilà, on va débuter par quelque chose que vous avez déjà, bien sûr, vous connaissez déjà et on en a reparlé très récemment le 3 février avec l'espace numérique de santé qui a été officiellement ouvert. Donc, Ma Santé 2022, hein, qui a été piloté par Dominique Pont et Laura Le Tourneau, avec, c'est vrai, tout de même, malgré le Covid, malgré les difficultés, en gros, d'organisation, au niveau du ministère de la Santé et aussi au niveau des problèmes techniques qui pouvaient apparaître, et ben, en fin de compte, la feuille de route est quand même dans les temps avec la e-prescription qui a débuté dans certains départements, la messagerie sécurité de santé qui fonctionne de toute façon globalement très bien, puisque maintenant 70% des échanges de santé sont à ce niveau. Tout ce qui est e-parcours, ICPS, le côté Pro Santé Connect avec la création d'API pour les, les projets d'ingénierie, et puis la carte vitale dématérialisée. Donc c'est vrai qu'il y a quand même un bon, je dirais, de bons résultats pour le projet Ma Santé 2022 avec l'espace numérique de santé qui a ouvert ses portes. Alors je ne sais pas si vous êtes allé créer votre espace, mais ça prend 5 minutes. Je vous le conseille et puis ça permettra de lancer la machine. Diapo suivante. Et on a aussi, puisque tout ça, ça doit continuer, la stratégie globale pour accélérer cette santé numérique. Et donc, il y a différents étages dans cette fusée. Alors, le premier étage, et c'est vrai que c'est un point important, c'est tout ce qui est développer la formation. Alors, au niveau, je vous donne un petit peu les chiffres, hein, il y a 81 millions d'euros qui va être débloqué pour cet étage de la fusée. Et ça touche aussi bien les professionnels de la santé, hein, au niveau formation santé numérique, tout ce qui est bien sûr citoyen, et puis tout ce qui est accroître justement tout le côté formation et attractivité professionnelle dans certains métiers du numérique. Le deuxième étage, c'est la future génération des technologies, et donc là, c'est essentiellement ce qu'on appelle les PEPR, donc les programmes d'équipement prioritaires. Il y a 80 millions d'euros là qui est prévu. Le troisième étage, c'est quelque chose bien sûr qui est primordial dans le côté numérique et santé, comme vous le savez, c'est favoriser le partage des données. Il y a tout de même 202 millions d'euros qui ont été mis dans la cagnotte, on va dire. Après, il y a le côté expérimentation, bien sûr, qui est très important, qui est au niveau du quatrième étage. Là aussi, 168 millions d'euros qui est mis en place. Et enfin, le dernier étage, où c'est important en effet, c'est de permettre d'avoir une lisibilité complète de tous ces projets, avec le guichet national de l'innovation et des usages en santé qui s'appelle Genius, hein, qu'on a vu tout à l'heure sur la diapo précédente. Enfin, tout ça montre tout de même un dynamisme, une dynamique tout de même globale au niveau de l'innovation en santé numérique assez important. Diapo suivant. Donc, je prends la suite. Donc, on a vu aussi en fin de l'année dernière le lancement de Paris Santé Campus qui regroupe cinq grands acteurs, soit universitaires et hospitaliers, qui proposent cette plateforme qui actuellement a ouvert ses portes dans le 15e arrondissement et qui finira en 2028 sur le site du Val-de-Grâce. Cet espace a été conçu pour essayer d'accélérer les échanges entre des équipes universitaires, des hospitaliers, des start-upers ou l'industrie. Donc, c'est un espace qui est orienté pluridiscipline, en réunissant les grands acteurs de la santé de demain.
Donc là, les valeurs qui sont poussées jusqu'à là, exploration, expansion, exploitation. Il y a un budget de plus de 300 millions d'euros qui a été débloqué pour organiser cet espace-là. Maintenant, on espère que quelque part, cette organisation aura des répercussions réelles sur le terrain. Mais pour le moment, tous les outils sont là. Maintenant, à voir quel est l'impact sur la vie réelle des citoyens, sur la santé en particulier. Diapo suivant. On a vu aussi apparaître depuis 2021 la notion de télésanté qui regroupe maintenant la partie télémédecine et la partie télésoins. Ce qui permet un peu de poser une définition de tout ce qui, jusqu'à là, était regroupé sur le terme de télémédecine. Donc, la télémédecine pour tout ce qui est activité réalisée à distance par un professionnel médical, médecin, sage-femme, chirurgien, etc. Et les télésoins, tout ce qui sera activé, réalisé par des professionnels paramédicaux ou par un pharmacien. Ce qui permet comme ça d'introduire cette notion. Après, maintenant, voilà, voir si toutes ces définitions-là passent aussi dans les usages et permet un peu un développement un peu plus poussé de ces outils qui ont joué un rôle assez important lors de la crise sanitaire qui est toujours en cours et un développement assez intéressant dans différents centres hospitaliers ou cliniques. Ah. Delphine, ton micro. Delphine. Le micro, Delphine. Yes, excusez-moi. J'étais disciplinée. Bonjour à tous. Alors, en fait, en tout début 2021, la HAS a proposé la première classification des solutions numériques utilisées en santé. Donc, un système de classification qui va prendre en compte la finalité des usages, la capacité d'apporter une réponse qui est personnalisée et puis aussi qui joue énormément sur l'autonomie. Donc, c'est une sorte d'énorme grille un peu matricielle où on a 11 types de solutions qui vont être classées en 4 catégories A, B, C, D, suivant les capacités de personnalisation et d'autonomie. Et donc, cette grille, c'est un socle de référence pour tous les différents acteurs potentiels de leurs usages multiples. Donc, c'est extrêmement utile en B2B. Et le souhait de la HAS est de les faire évoluer, c'est-à-dire tant d'un côté réglementaire, bien sûr, technologique. Plus on va avoir de la techno, plus il va falloir mieux pouvoir affiner ce criblage, et puis économique, puisqu'il parlait même de voir l'aspect remboursement et de l'intégrer dans cette matrice. Alors, l'année 2021 a été extrêmement riche en formations, comment dire, conglomérats, associations diverses, tout autour, en fait, à viser de booster l'innovation en santé à travers des développements numériques, en soutenant des startups. Alors, je vais prendre ma petite anti-sèche parce que je ne voudrais pas dire de bêtises, parce qu'il y en a quand même pas mal, et on a des très gros acteurs. Donc, dès le mois de juin, en fait, on a vu le consortium OncoStart. Donc là, en fait, c'est 12 acteurs, dont… oui, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a du public et du privé parfois qui s'associent pour vraiment mutualiser les moyens, mutualiser la technologie, le savoir-faire et aussi budgétairement. Alors là, donc, OncoStart, on retrouve l'Institut Carnot, l'Institut Curie, l'Institut Cancer, Calimopal, c'est à l'initiative de la start-up Matwin. Et on retrouve également le soutien de tous les cancéropoles, type Clara, Grand Ouest, qu'on connaît bien. Donc, leur volonté est de soutenir toute forme de projet qui, là, pour le coup, vont avoir un prisme d'application autour du cancer. Ensuite, en juin 2021, on a vu la création à Paris de Future for Care. Donc là, c'est un accélérateur de start-up en santé avec Sanofi, Capgemini, Generali et Orange, qui donne une orientation sur la santé assez large, mais qui a un scope européen pour mettre à disposition le marché, voilà, tout ce qui peut être des solutions digitales intéressantes
patients et praticiens. Alors, à terme, ils sont déjà installés dans le Paris Bioparc, dans le 13e, l'espace de 6400 m². Et en décembre 2021, ils annonçaient 22 startups. Ensuite, on a en août la filière intelligence artificielle et cancer. Elle a également vraiment de très beaux partenariats avec les 11 membres fondateurs qui sont l'Institut national du cancer, donc l'INCa, Health Data Hub, l'Alliance pour la recherche et l'innovation des industries de santé, l'ARIS, France Biotech et 7 industriels. Et qui va être encore une fois axé sur des développements à visée du cancer. Ensuite, on peut trouver en septembre Impact. Alors, Impact, c'est une initiative également encore privée-publique, puisqu'on trouve la PHP, France Biotech, ARIS, Paris Santé Campus, la Fondation Université de Paris et AXA, Janssen, Otsukai, Eisai. Et là, l'intérêt de ce consortium, en fait, ce groupe de soutien va être axé sur la santé mentale, puisqu'avec l'épidémie de Covid, ça a mis vraiment l'accent sur un besoin très fort, quelle que soit la tranche d'âge finalement. Et donc là, eh bien, ça va être l'ambition, c'est faire émerger des solutions de technologie à viser plutôt du jeune adulte et de l'enfant, jeune adulte et adulte. Et puis un petit dernier, le MedTech Generator Accelerator, MGA, qui lui va être vraiment focus sur les domaines de la neuroscience et les maladies rares et qui est soutenu par l'Institut du cerveau, l'Institut Imagine, l'Institut Pasteur et l'Institut de la vision. Donc lui, c'était sur l'horizon de fin septembre, on l'a vu apparaître. Et je vous rappelle qu'on a fait une réunion IRL, en fait, le club digital à la fin de l'année dernière, et vous pouvez bénéficier du replay pour retrouver quand nous avions fait un focus sur ce sujet. Diapo suivante. Super, donc bonsoir à tous. Effectivement, on a vu aussi se confirmer sur l'année 2021, c'est un phénomène de concentration, de rapprochement. Alors, la slide d'après, j'évoquerai toutes les levées de fonds et le brassage de milliards de dollars depuis le début de cette pandémie. On a vu 2 rapprochements importants en France avec Sanofi qui a investi 180 millions d'euros dans Hawkin et qui en fait une licorne. Alors, elle n'est pas considérée d'ailleurs comme une licorne française, mais comme une licorne américaine. Elle n'est pas dans le top 25 des licornes qu'on peut avoir aujourd'hui. Et puis Philips, société qui pèse plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires, qui a investi dans Cardiologue de Yann Fleureau. On ne sait pas le montant qui a été investi, mais on voit bien qu'il y a des rapprochements qui ont été faits et c'est depuis 2020 qu'on l'a observé. Je vois qu'il y a notre ami médecin direct que je salue au passage, mais Teladoc qui avait racheté, fusionné avec Livongo pour plus de 18 milliards. On avait Siemens qui avait acheté Variant, on a eu Microsoft et Nuance. Donc on voit bien qu'il y a une consolidation des acteurs entre tech et santé sur la e-santé, et donc beaucoup de rapprochements avec beaucoup d'entrées en bourse et de levées de fonds. Slide suivante, Rémi. Donc effectivement, sur les levées de fonds, l'année a été une année record dans la health tech au niveau mondial, donc soit Startup Health ou soit Reckels, vous pouvez aller voir les différents rapports, on les a partagés et repartagés. 44 milliards sur Startup Health qui ont été levés sur 2021, c'est le double de 2020. En France, on arrive sur l'ensemble des startups et des secteurs à plus de 11 milliards levés avec près de 800 je dirais, investissements qui ont été faits en France. La biotech et la health tech, à elles deux, cumuleraient environ 1 milliard d'euros levés sur cette année 2021. Donc là, vous voyez un certain nombre d'investissements. On a là 2 licornes, Alan et puis Dental Monitoring, qui sont venus se rajouter. Je crois qu'il y a 11 licornes sur 2021, ce qui était... on en a eu 3 sur 2020 et on a atteint l'objectif de 25 licornes françaises qui était prévu pour 2025 dans les objectifs d'Emmanuel Macron. Donc effectivement, un investissement extrêmement important qu'on observe sur cette année 2021. Alors,
Après, il y a toujours la question récurrente d'une bulle ou de pas une bulle, mais en tout cas, il y a beaucoup, beaucoup d'argent qui est investi aujourd'hui dans l'e-santé. Merci Lionel. Effectivement, comme grande tendance aussi qu'on a pu observer, c'est encore une fois ces fameux GAFAM, enfin qu'on devrait appeler GAMAM maintenant, donc sont en train d'investir massivement le monde de la santé. C'est notamment le cas de Google qui continue à investir énormément, donc avec son entité Alphabet. Et ils ont créé un laboratoire qui s'appelle Isomorphic Laboratoire et qui a vocation donc, de travailler avec le machine learning sur vraiment la recherche de médicaments. Alors, ils ne vont pas aller jusqu'à la commercialisation de médicaments. L'idée, c'est après de s'appuyer sur les laboratoires pharmaceutiques ou les biotech pour pouvoir s'occuper de la commercialisation. Mais l'idée, c'est de créer vraiment une recherche fondamentale sur le médicament via du deep learning, du machine learning. Et donc, c'est quelque chose qui est une tendance forte et qui vient s'ajouter à tous les investissements qu'a pu faire Google dans la santé. Ils ont racheté aussi un Fitbit qui avait été officialisé en janvier 2021. Donc, ils continuent d'investir massivement sur ce secteur. Autre acteur très important parmi ces grands géants du numérique, c'est Amazon qui continue toujours avec une grande diversification. Ils étaient rentrés dans le monde de la santé beaucoup par l'univers de la pharmacie et maintenant ils se diversifient beaucoup. Ils ont lancé notamment un cloud entièrement dédié à la santé qui s'appelle le Ace Lake et leur ambition finalement c'est d'équiper l'ensemble des établissements de santé, les établissements de soins à travers le monde et donc il y a une volonté d'être présent un peu partout. Ils ont également des solutions autour de l'intelligence artificielle avec notamment Amazon Comprehend Medical qui permet finalement d'analyser tous les dossiers patients et d'apporter des informations et de l'aide aux praticiens. Et puis tout un tas d'autres services, il y a notamment Amazon Care qui était initialement uniquement réservé aux collaborateurs Amazon, qui est tout un service qui propose de la télémédecine, tout un tas de services digitaux pour accompagner au niveau de la prévention et du bien-être, et qui a été généralisé aux États-Unis à l'ensemble des entreprises et qui va bientôt s'ouvrir à l'ensemble de la planète également. Et puis, historiquement, c'est vrai que c'est sur la pharmacie, vous étiez très présent, et il continue avec Amazon Pharmacy à se développer pour devenir la première pharmacie en ligne au monde. Et puis, un autre acteur très important, évidemment, c'est Apple et qui ne s'est jamais caché de faire de la santé un de ses axes prioritaires. Donc, vous avez bien sûr tout ce qui est autour de l'Apple Watch. On voit des innovations dans chaque version d'Apple Watch autour de la santé avec de nouvelles fonctionnalités. Il y a également maintenant des nouvelles fonctionnalités pour les AirPods pour justement aider aussi à mesurer finalement tous les problèmes respiratoires. Et puis, vous avez également un des projets phares qui est le Health Record, qui est un carnet de santé embarqué, donc qui pourra à terme se plugger sur mon espace santé et qui permet d'avoir à un seul endroit toutes ces données de santé, tous ces enregistrements auprès des établissements de santé, les résultats d'examen, etc., etc. Donc on voit que ces grands acteurs du numérique continuent à investir massivement dans la santé et c'est une tendance qui va continuer. Alors, on n'a pas cité, mais Microsoft, par exemple, continue à investir beaucoup, que ce soit dans les infrastructures, dans la partie cloud pour les établissements de santé, dans la réalité virtuelle et augmentée aussi avec son casque HoloLens, etc. Et Facebook est peut-être celui qui est le moins engagé dans la santé, commence quand même, à travers sa nouvelle entité Meta, à développer des solutions d'intelligence artificielle. Et ils ont également projeté de lancer une montre connectée pour l'année prochaine. Je laisse la parole à Angela. Oui, alors je vais vous parler des initiatives citoyennes en renfort pour la santé publique. Et donc, avec la Covid-19, nous avons remarqué de nombreuses initiatives locales d'entraide des innovations pouvant venir en aide aux institutions publiques. Le ministère de la Transformation et de la Fonction publique a présenté en décembre 2021 un accélérateur d'initiatives citoyennes pour financer les projets des individus venant en renfort à ces missions administratives sur le modèle, par exemple, de Vitmados. Donc, aujourd'hui, l'Union fait la force, Vitmados et Covidlist se sont associés pour faciliter l'accès des rendez-vous rapides dans les zones tendues, de Covid Tracker, qui permet de faciliter l'initiative citoyenne portée par une centaine de bénévoles. Et à l'inverse, Covidlist, qui est un site d'alerte pour les volontaires
à la vaccination, de la disponibilité rapide de doses de vaccins près de chez eux, est portée aujourd'hui par plus de 150 bénévoles. C'est une initiative citoyenne à l'égide de l'association Hostolab et soutenue par le gouvernement. Donc, on voit que ces initiatives qui sont portées par des citoyens, en fait, viennent en aide à des structures préexistantes. Et là, on est vraiment dans le cas du Covid qui a vraiment accéléré cette pensée d'entraide. Et d'accélérer, bien sûr. Alors, attention, on est dans le secteur de la santé, c'est bien d'avoir des initiatives citoyennes, mais revenons à la question de la donnée et du partage de l'information sensible. Donc, il y a toujours, bien sûr, des enjeux de cybersécurité qui sont omniprésentes. Favoriser le partage de données en santé dans le respect du droit du patient et assurer la transparence avec la société civile, c'est conscience dessus. Avec l'essor du numérique en santé, on s'est exposé à des risques accrus. Donc, en 2020, on avait pas moins de 27 attaques majeures, considérées comme majeures, qui ont touché les hôpitaux français. En 2021, on comptait environ une attaque par semaine, ce qui est énorme. Exemple du CH de Dax et le CH de Villeneuve-sur-Saône. Avec cette prise de conscience, Emmanuel Macron, notre président de la République, avait présenté le 19 février 2021 en matière de cybersécurité. Et je cite, il invitait aux structures de santé à consacrer systématiquement 5 à 10% de leur budget à la cybersécurité, notamment au maintien des conditions de sécurité des SI dans la durée. Parce que ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas un budget fixe, il faut penser, bien sûr, dans la durée et au maintien. Le dossier a été publié 3 mois après cette annonce. Comme vous pouvez le voir... coupe ta vidéo parce qu'il y a des les éléments du kit de communication qui sont affichés ici, encourageant tous les acteurs de la santé à être... qui encourage tout le monde à être tous cybervigilants. Vous avez ton vu micro, Rémi, ton micro. Merci Angela. On va passer maintenant au sujet suivant avec Céline. Alors, l'essor du chirurgien augmenté. En février dernier, en fait, on a eu 15 chirurgiens dans plus de 13 pays qui ont mené des interventions en réalité mixte pendant une sorte de marathon de 24 heures, assistés d'un casque dont vous avez peut-être entendu parler, HoloLens. Alors, la réalité mixte, ce n'est pas quelque chose de très nouveau en soi. Ça fait quelques années qu'on en entend parler dans le secteur de la santé. Il a été lancé en 2007 par Microsoft. Pour rappel, en fait, c'est un casque qui permet de faire apparaître dans le monde physique réel des éléments en 3D avec lesquels on pourra interagir. Mais s'il y a déjà eu des opérations avec ces casques, on voit véritablement une multiplication des cas d'usage aujourd'hui, avec notamment la possibilité de communiquer pendant l'opération avec d'autres professionnels à distance pour avoir leur avis directement pendant l'opération. La possibilité aussi d'afficher des données patients sur des écrans en fait en superposition pendant l'intervention, ou encore d'assurer une sorte de guidage chirurgical, par exemple en projetant sous la forme d'un holographique sur le patient en fait en train d'être opéré, un modèle 3D par exemple d'un squelette qui a été reconstitué à partir d'imagerie médicale du patient en question, et donc qui permet de rendre visibles des zones qui sont normalement cachées là par la peau, et de mieux guider le geste chirurgical, par exemple pour positionner une prothèse. Et il existe encore d'autres cas d'usage, notamment à des fins de formation des chirurgiens. Donc finalement, une multiplication des cas d'usage et des usages de plus en plus fréquents de la réalité mixte pour les chirurgiens. Alors, slide suivante, s'il te plaît, Rémi. Une autre technologie qui existe déjà depuis plusieurs années, dont on entend parler et qui voit aussi se développer des nouveaux usages, l'impression 3D.
Alors, on a vu cette année un patient au Royaume-Uni qui a bénéficié en fait d'une prothèse oculaire qui a été imprimée en 3D. Alors, ça ne permet pas de retrouver la vue, hein, on parle là véritablement d'une prothèse, mais les prothèses en 3D sont plus rapides à produire que les prothèses classiques qui, elles, sont en résine. En 2-3 semaines, on peut implanter cette prothèse contre plusieurs mois pour la prothèse en résine. Ce sont aussi des procédures qui sont moins invasives et le rendu serait plus réaliste. Autre usage, développé cette fois par une start-up française, Made in Town, qui promet d'imprimer non pas donc des prothèses, mais des outils chirurgicaux qui, là aussi, en fait, sont personnalisés, sont conçus spécialement par rapport à l'anatomie du patient en question. Et l'objectif, là, c'est de faciliter le travail du chirurgien, c'est-à-dire lui fournir des outils qui sont mieux adaptés à l'anatomie du patient qui va opérer. Alors certes, c'est juste pour une seule intervention spécifique, en quelque sorte un outil chirurgical jetable, hein, mais qui rend finalement service à l'instant T au chirurgien. Un autre axe encore dont on a entendu parler qui progresse, l'impression 3D de tissus, en l'occurrence hépatique. Des équipes de scientifiques, dans le cadre d'un challenge qui avait été organisé par la NASA en 2021, ont réussi à produire, en fait, à imprimer en 3D des tissus hépatiques humains qui ont fonctionné pendant 30 jours en laboratoire. C'est quand même un progrès non négligeable. Alors l'objectif, bien sûr, c'est d'aller aujourd'hui beaucoup plus loin, d'accélérer la recherche pour aboutir à la production d'organes artificiels. Et puis, peut-être un peu plus futuriste, des chercheurs qui seraient parvenus à créer une encre vivante pour l'impression 3D. Donc, ce serait une encre composée de cellules microbiennes génétiquement modifiées. Et en mélangeant le résultat avec d'autres ingrédients pour produire une sorte de gel, on pourrait, à travers une imprimante 3D utilisant ce gel, produire des médicaments plus personnalisés. Mais là, je pense qu'on se projette un peu plus loin. Voilà, je laisse la parole à Didier, je crois, pour terminer ce retour en arrière de l'année. Ouais, merci Céline. Donc, bon, un point important qui fait moins rêver tout de même, c'est le nouveau règlement européen relatif aux dispositifs médicaux là, qui est rentré en application le 26 mai 2021. C'est tout de même un point important hein, parce qu'on a parlé tout à l'heure attaque cyber, les dispositifs médicaux sont à risque. Il y a le problème des données, donc il fallait vraiment unifier la sécurité des DM. Et cette évolution est importante puisque chaque industriel a en gros un menu à suivre qui permet de plus facilement l'interopérabilité, donc l'échange de données avec la mise à disposition d'API, hein, et aussi une transparence des données qui a été renforcée grâce à une nouvelle base des données européenne qui s'appelle le DAMED. Diapo suivante. On va finir par le F-Data Hub. Alors, c'est vrai que le F-Data Hub, en gros, il y a maintenant un coup d'arrêt hein, qui a été affirmé par Olivier Véran. Donc, vous le savez que depuis pas mal de mois, voire même d'années, il y avait une problématique de l'hébergement de nos données de santé. Je rappelle qu'initialement, Microsoft Azure avait été choisi puisque de toute façon, il n'y avait pas d'autres prestataires industriels français, hormis américain Amazon, qui pouvaient proposer à l'équipe justement de Laura Le Tourneau et Dominique Pont au début, surtout Laura Le Tourneau au niveau de la construction du F-Data Hub, vraiment un support. Donc c'est vrai qu'initialement, il n'y avait que ça comme solution. Par la suite, il y a, et c'est pour ça c'est indiqué sur la diapo, il y a l'association Interop, pour ceux qui connaissent, hein, c'est un groupe d'ingénieurs et aussi de médecins qui ont vraiment, disons, alerté depuis le début. Et puis, petit à petit, il y a eu des articles dans Le Monde et tout ça, et c'est vrai qu'avec le Patriot Act, hein, je vous rappelle, Patriot Act, c'est simple, le gouvernement américain peut demander la diffusion et la saisie pour l'analyse de toutes les données au niveau des serveurs de Microsoft. Donc c'est vrai que nos données de santé, nous on était bien sûr encore plus sensibilisés au niveau données de santé des militaires, ce n'était pas possible que ça continue sur ce genre de support, et donc le coup d'arrêt a demandé justement une migration vers des serveurs obligatoirement français. Donc il y a des structures qui se proposent, on sait qu'actuellement OVH, DocaPost, se propose. Donc pour l'instant, il y aura bien sûr
un appel à projet. Et puis, voilà. Donc, on termine cette année par cette slide. Merci Didier. Merci. Avant peut-être d'enchaîner sur les projections, est-ce qu'il y a certaines questions là dans le chat? On peut prendre quelques questions avant de partir sur les projections. Alors, pour la question qu'il y a tout le temps, donc la présentation est enregistrée, donc elle sera mise à disposition sur notre chaîne YouTube d'ici lundi, et vous pourrez donc revoir donc toute la session d'aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ou des choses qu'on n'aurait pas traitées dans cette partie bilan de l'année 2021? N'hésitez pas à travers le chat à poser vos questions ou commentaires. Il y a eu des questions au début, Rémi, il y a eu des questions au début. Oui, on a répondu. Alors, Didier avait répondu. Il y avait une question notamment sur les usages de la téléconsultation. Et c'est vrai que suite au pic qu'il y a eu avec la première vague le premier confinement, bah, c'est vrai qu'on est un peu retombé sur les usages. C'est ce qu'indiquait Didier. On est en dessous des 6% aujourd'hui des consultations qui se font à distance. Donc, il y a encore de l'usage vraiment à créer et il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur ce levier-là. Ouais, bonjour, c'est Bernard Gauthier. J'avais juste une question puisqu'on parlait du Alzada Hub et du coup d'arrêt qui a été donné dernièrement pour la problématique justifiée, enfin en tout cas le questionnement est justifié sur la partie de l'hébergement. Il n'était pas envisageable d'essayer comment dirais-je, de crypter les données de façon à s'assurer que effectivement au regard de ce Patriot Act, on soit en mesure d'éviter le siphonnage des données? Enfin, je réponds, c'est le fait de crypter les données, le Patriot Act, c'est que les données soient lisibles. Donc, on peut les crypter pour les hackers, mais le Patriot Act, c'est les données doivent être données et lisibles. Donc, on ne pouvait pas faire ça. D'accord, c'est-à-dire que grosso modo, Microsoft, enfin, ils n'auraient pas laissé en fait installer des données cryptées. Ah non, c'est pas le Patriot Act, c'est vraiment le gouvernement américain a mis ça en place il y a depuis de nombreuses années, de toute façon, pour avoir accès à toutes les données. Donc, les crypter, c'est pas grave, on les décrypte à ce moment-là pour leur donner. Enfin, pas nous, bien sûr. Alors ensuite, on a une question là sur la télésurveillance. Donc c'est vrai que la télésurveillance, il y avait le programme ETAP qui était en cours jusqu'à la fin de 2021 sur un certain nombre de pathologies qui permettait du coup d'avoir des expérimentations. Et c'est vrai que finalement, ça rentre dans le droit commun puisque c'est inscrit dans la loi donc, de la sécurité sociale. Alors sur le calendrier de généralisation, je ne sais pas si mes camarades ont plus d'informations. Moi, je n'ai pas forcément de visibilité sur oui, alors attends, c'est la prochaine slide, a priori, Rémi. D'accord. On aborde un peu le sujet, peut-être pas assez en détail, mais... Ça marche. S'il n'y a pas d'autres questions, effectivement, on peut passer à la prochaine slide qui répond à celle-là. Très bien. On chausse un peu nos jumelles pour voir ce qui va se passer. Donc justement, année de la télésurveillance, donc ça nous donne un peu une idée, 2022. Alors c'est un jalon qu'on attendait depuis longtemps. La télésurveillance, c'est un des 5 actes de la télémédecine. Et donc c'est dans l'article 36 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2022 est défini le modèle de prise en charge de la télésurveillance dans le droit commun, donc comme auparavant la téléconsultation et la téléexpertise. Et donc, après plusieurs années d'expérimentation, comme le rappelait Rémi, dans le cadre du programme ETAP, le remboursement de la télésurveillance médicale sera généralisé d'ici le 1er juillet 2022, donc au plus tard, alors pour plusieurs pathologies. Donc, dans un premier temps, la HAS en fait, vient de publier 4 référentiels là, en janvier pour le diabète, l'insuffisance rénale chronique, l'insuffisance cardiaque chronique et l'insuffisance respiratoire chronique. On attend, je crois, pour mars, un 5e référentiel là, pour les patients porteurs de prothèses cardiaques implantables, donc qui devraient suivre. Et ces référentiels donc, définissent justement le cadre plus précis, donc avec les conditions de prescription de la télésurveillance, tout ce qui est aussi spécifications techniques qui seront requises pour les dispositifs médicaux numériques et accessoires de collecte, donc qui vont participer à cet acte de télésurveillance et l'organisation aussi de la télésurveillance et d'autres éléments également. Voilà, pour rappel, la définition aujourd'hui de la télésurveillance, c'est une activité de surveillance médicale associée donc à un dispositif médical numérique ayant pour objet la collecte, l'analyse et la transmission de données
et l'émission d'alerte. Donc, 1er janvier 2022, cette première série, suite à la publication des référentiels de la HAS, et on imagine que par la suite, il y aura une ouverture plus large, mais on n'a pas forcément encore la visibilité sur toutes les pathologies. Il y a une autre nouveauté en lien avec la télésurveillance qui a aussi été portée dans le PLFSS pour 2022, qui va me permettre de passer également à la slide suivante, qui propose la création en fait, d'un nouveau dispositif de prise en charge anticipée, alors pour certains dispositifs médicaux numériques, qui sera réservé à 2 types de solutions numériques. Les solutions justement de télésurveillance, solutions présumées innovantes de télésurveillance, pour reprendre les termes, et les solutions de thérapie numérique, qui sont aussi connues sous le nom de DTX, Digital Therapeutics, il y a plusieurs noms autour de tout ça. Alors, pour rappel, qu'est-ce que c'est? La définition est encore un peu fluctuante, hein, mais on parle là de dispositifs numériques, donc à visée thérapeutique, qui ont été validés cliniquement, qui ont pour objectif de prévenir, gérer ou traiter des troubles médicaux ou une maladie, et qui ont vocation à être prescrits par les professionnels de santé. Mais ça fait plusieurs années qu'on parle de thérapie numérique, thérapie digitale. Il y a beaucoup de solutions qui se développent et qui se revendiquent, on va dire, de cette catégorie de solutions numériques, mais elles peinent notamment à trouver un modèle économique pour favoriser une adoption pérenne. Aujourd'hui, on a des modèles économiques un peu éphémères, souvent payés par les établissements de santé notamment, mais la plupart visent finalement un remboursement pour entrer également dans le droit commun, un peu comme la télésurveillance. Et donc, ce nouveau dispositif d'accès anticipé, donc, qui est prévu dans le PLFSS 2022, qui leur est réservé, ça pourrait apporter une aide assez précieuse dans ce sens. Donc, il propose un accès au remboursement qui est transitoire et temporaire, donc seulement une année. Et l'objectif, c'est de garantir un accès plus rapide à l'innovation et en échange, à exiger des entreprises qu'elles fournissent des données qui sont utiles, nécessaires à l'évaluation de la prise en charge, pour voir ensuite comment pérenniser éventuellement le remboursement. Donc voilà, pour répondre un peu à la question qui a été posée, 2022, ça pourrait être l'année à la fois de la télésurveillance et en tout cas, peut-être pas des DTX complètement, mais en tout cas d'un certain décollage ou une accélération de leur déploiement en vue d'une adoption plus large. Slide suivante, je laisse la parole à je ne sais plus qui. Merci Céline. Oui, là je rebondis au niveau de télésurveillance parce que il y a quand même une recherche actuelle qui n'est pas encore bien définie, c'est le modèle économique pour la santé connectée. On est d'accord. À la fois, on est en France, c'est pas évident au niveau remboursement. Si on prend l'exemple aux États-Unis, par exemple pour les insuffisances cardiaques, les patients bien sûr qui ont un niveau d'assurance qui prévoit différents éléments complémentaires peuvent partir avec une balance connectée, un tensiomètre connecté, et il y a des Medix qui les suivent directement par visio tous les jours pour voir un peu leur évolution au niveau cardiaque. En France, ce modèle-là, pour l'instant, il est impossible à réaliser. Ça, c'est ça la difficulté. Diapo suivante. Ce qui est important dans ces objets connectés, il y a vraiment quelque chose qui devrait émerger, je pense, en 2022, et bien sûr aussi plus tard, c'est tout ce qui est digital home care et surtout pour le suivi, la prise en charge des personnes âgées. Il y a des startups qui travaillent un petit peu dessus. Il y a Présage, par exemple, que je connais, où l'objectif, c'est avec un usage justement d'objets connectés. Là, on voit quelqu'un avec des lunettes réalité augmentée, bon, c'est autre chose. Mais ce qui est important, c'est à domicile la prise en charge des personnes âgées, puisqu'on a tout un vieillissement de la population qui est quand même très important. On a des grandes difficultés à la fois pour mettre tout le monde dans les maisons de retraite, et de toute façon, beaucoup de personnes n'ont pas les moyens de mettre une personne âgée ou ses parents obligatoirement en maison de retraite, vu que les prix en moyenne, c'est 2800 à 3500 € par mois. Et donc, il y a vraiment la surveillance à domicile et tout ce qui est prise en charge domotique de la personne âgée. Ça, je pense que ça va être un élément assez intéressant. Il y a une société qui s'appelle Télégraphique, vous pouvez faire un tour sur Internet, qui propose énormément, qui a validé et qui rend en usage avec une analyse de toutes les données de énormément d'objets connectés. Alors, c'est même un peu beaucoup
parce qu'on dirait qu'il y a tout le listing des objets connectés qui existent, mais aussi bien sûr, hormis les caméras, mais aussi les détecteurs de mouvement, les ouvertures de portes de frigo. Enfin, en fin de compte, on pourrait déjà créer, sur le plan domotique, un appartement surveillé pour une personne âgée. Après, c'est tout le côté organisationnel, structurel, financier. Et donc ça, je trouve que c'est intéressant et je pense que des sociétés devraient poindre un petit peu plus là-dedans pour la prise en charge à domicile des personnes âgées. Et pour compléter ce que dit Didier, en fait, au-delà des personnes âgées, et on l'a notamment vu au dernier CES, le Digital Home Care va être utilisé aussi pour le virage ambulatoire qui s'opère beaucoup, quel que soit l'âge finalement, et également pour le suivi quotidien. On a vu notamment, il y avait des ampoules connectées, des lampes connectées pour suivre les constantes qu'on retrouve dans la maison finalement sans avoir besoin d'objets portés. Donc ça, c'est des choses aussi, des tendances fortes qui sont dans ce qu'on peut appeler ce Digital Home Care. Alors, moi, je vais vous parler d'une tendance qui est très anglo-saxonne, un peu plus anecdotique, mais qui est intéressante aussi de garder à l'œil et de se demander si elle va arriver en France. Parce qu'en fait, pendant longtemps, en fait, seules les femmes avaient la possibilité de s'impliquer dans les problèmes de fertilité. Et ça a donné lieu à de nombreux objets connectés pour tests de grossesse, période d'ovulation. Et maintenant, eh bien, les entreprises de la biotechnologie, elles vont cibler de plus en plus les hommes. Et elles vont proposer des services d'analyse qui vont même jusqu'à la congélation du sperme, parce qu'aux États-Unis, il y a une tendance assez importante de retarder la décision d'avoir des enfants, soit pour un choix professionnel, soit le peur d'une fertilité qui va décliner. Et donc, ils souhaitent aussi congeler leur sperme et de valider la qualité. Donc, déjà, il y avait des startups comme Dedi ou Legacy qui proposaient des kits d'analyse de sperme à la maison, voire même la possibilité de faire un transport avec des kits à température contrôlée pour pouvoir faire parvenir le sperme de très bonne qualité dans les labos pour l'implantation ou la congélation. Et en fait, là, ce qui est intéressant, c'est que maintenant, on peut carrément faire un spermogramme chez soi, en fait, donc grâce à l'application qui a été développée par Exceed. Donc, c'est aussi un device physique, on voit comme une sorte de petit tag où on peut mettre l'échantillon. Et sur un smartphone, on a une véritable analyse du spermogramme, de la qualité, ce qui donne une idée de l'opportunité d'utilisation ou pas. On peut même voir à travers son écran, je vous conseille d'aller voir la démo, c'est assez amusant. On peut même voir les spermatozoïdes comme si on regardait sur un microscope. Et c'est quand même un business particulièrement lucratif puisque 5 tests, ça représente presque 150 livres. Donc voilà, c'est à surveiller parce que ça pourrait être un phénomène qui va se développer aussi de façon plus importante en Europe. D'autant plus qu'Exceed est une société danoise. Alors maintenant, on a identifié la reconnaissance faciale en fait comme devenir en fait, ça ne date pas d'hier, la reconnaissance faciale. On sait que la biométrie en fait, ça va permettre d'identifier, authentifier une personne par rapport aux paramètres de son visage. Et la reconnaissance faciale, finalement, c'est toutes ces spécificités biométriques qui vont permettre d'avoir un être unique, vérifié et absolument unique et identique, qu'il n'y a aucun identique. Et ça, dès 2010 et de façon très officielle avec Deepfake, Facebook l'utilisait. Il y a eu FaceNet avec Google pour identifier les visages dans les photos. L'iPhone 10 en 2017, on pouvait ouvrir son visage, débloquer son ordinateur avec juste son visage. Donc ça n'avait rien de voilà, c'était des choses qui étaient de plus en plus intégrées dans nos pratiques courantes. Et dans la santé, même si le caractère un petit peu éthique et la sécurité a fait que peut-être on a été un peu moins preste à intégrer cette nouvelle technologie dans la santé, on voit que par exemple, grâce au deep learning et à la reconnaissance faciale, il y a une grande partie de possibilités d'analyser les émotions.
hein, les émotions, donc les mouvements du visage, des yeux, même la posture, l'intonation de la voix. Et ça, par exemple, ça a été développé pour la procédure de prise en charge de la douleur. Donc, on peut identifier pour tout ce qui est post-cancer par l'Institut Raphaël, et puis également la start-up Lucine avec donc son appli DTX qui va, grâce à une reconnaissance à la fois faciale, vocale et posturale, proposer des solutions thérapeutiques, enfin un process thérapeutique adapté avec du son, de l'image. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Alors, dans la recherche aussi, ça a un gros potentiel, la reconnaissance faciale, puisqu'en analysant, comme on le voit en bas, en analysant en fait les différentes parties du visage, hein, on pourra, et on peut déjà, et ça va se développer, identifier des centaines de maladies génétiques. C'est l'application Face2Gen, par exemple. Et il y a l'Institut national de recherche sur le génome, j'ai trouvé, grâce à des études, a montré qu'en fait, le dépistage des dysmorphies faciales avait un pourcentage de réussite parfois jusqu'à 20% supérieur à un diagnostic d'un médecin. Donc là, ça offre des sacrées perspectives pour toute forme de diagnostic et la génétique notamment qui se développe. Alors, la reconnaissance faciale à l'hôpital, elle commence à également prendre une place assez importante. Alors, on est plus quand même sur des tendances en Asie, mais c'est intéressant de se les remémorer parce que ça va nous arriver. Alors, à Shanghai, avec la reconnaissance faciale, on récupère le visage des patients et ça permet de les orienter dans le parcours de soins. En Chine, c'est payer ses factures, bon, c'est Alipay, mais voilà, on paye ses factures en sortant de l'hôpital avec la reconnaissance faciale, donc comme ça, il n'y a pas d'impayé. On a également une start-up qui propose, iCure, qui propose de pouvoir vérifier grâce à la reconnaissance faciale si les personnes ont bien pris leurs médicaments qui leur ont été prescrits. On a également des possibilités pour avoir des dossiers patients à la fois sans pouvoir de confusion, pouvoir, à travers la reconnaissance faciale, y attacher un dossier patient, donc unique et sans erreur. Il y a, c'est un peu plus anecdotique, mais par exemple, il y a une sorte de chariot hyper sécurisé de distribution des médicaments, IMEDTAC, qui, grâce à la puce RFID de l'infirmier et l'infirmière, ainsi que la reconnaissance faciale, va pouvoir s'ouvrir et en reconnaissant le bon endroit pour donner les bons traitements. Donc là, en plus, on a une espèce de sécurité de ces médicaments qui ne vont pas se balader à l'hôpital, parce que c'est des denrées qui sollicitent pas mal de vols. Alors, de plus anecdotique, mais on voit que la reconnaissance faciale, elle se développe énormément aussi en dermocosmétologie. Alors, on a mis l'exemple de Effaclar Spot Scan, donc c'est L'Oréal derrière. C'est une application qui a été développée avec la SFD, Société française de dermatologie, et le CHU Nantes, qui va scanner le visage et donner une sorte de scoring par rapport au nombre d'imperfections et donc dans l'acné, ce qui va, je pense, stimuler les jeunes à utiliser plus encore leurs produits de soins. On a des miroirs intelligents comme Poséidon qui vont, tous les matins, vous scannez votre visage par reconnaissance et vous proposez des recommandations de produits ou des analyses plus performantes du nombre de points noirs, des imperfections. Donc voilà, la reconnaissance faciale, elle commence à avoir une part assez importante, toujours dans le côté plus voilà, proposition ou sécurité. Mais il faut quand même garder en tête que cette technologie, elle se déploie peut-être pas autant qu'on le souhaite, même si maintenant on commence à bien la maîtriser, parce qu'elle va vraiment mener à des débats très forts d'enjeux d'éthique, de sécurité. Donc c'est un vrai frein à son développement, notamment dans la santé, puisqu'on revient sur nos fameuses data qu'on ne souhaite pas pouvoir voir s'évaporer dans les clouds. Merci Delphine. Alors, autre tendance forte qu'on a beaucoup observé en 2021 et qui va être très importante sur cette année 2022, c'est l'omniprésence des podcasts, et au-delà des podcasts, c'est de l'audio en général, puisqu'on a vu toutes les grandes plateformes sociales aujourd'hui ont lancé des rooms audio, on a Twitter Space, on a des rooms également sur Facebook, etc. Donc, c'est quelque chose qui prend une ampleur importante. Et aujourd'hui, ce que l'on voit en termes de podcasts, c'est que vous avez à la fois des podcasts qui vont être faits à destination
soit du grand public, soit à des niches ou à des populations spécifiques, ou alors c'est également utilisé en entreprise pour apporter des outils en termes de communication interne ou pour diffuser finalement de l'actualité, des informations auprès des collaborateurs. Donc, ce que l'on voit dans le monde de la santé, c'est beaucoup de podcasts qui ont émergé auprès du grand public, mais également, notamment du côté des industriels, des podcasts qui sont diffusés via leur approche multicanale pour apporter du service aux professionnels de santé. Donc ça, c'est des choses très importantes et qui vont continuer à se multiplier au cours de cette année. Autre tendance forte aussi, c'est l'émergence des premiers voicebots. Donc, pour rappel, les voicebots, ce sont tout simplement des assistants virtuels par le biais de la voix, un peu comme des chatbots, mais par la voix. Et on a déjà vu certains bots émerger dans le domaine de la santé. Il y a notamment la NHS en Angleterre qui a fait un partenariat avec Alexa, qui propose un service à tous les résidents britanniques. Et on peut voir émerger aussi certaines initiatives de pharmacie qui commencent à développer des systèmes de voice and collect où finalement vous allez pouvoir commander vos produits et aller les chercher directement en pharmacie. Donc ça, c'est des choses qu'on voit beaucoup dans le monde anglo-saxon, qui va prochainement aussi arriver en France. Et on peut imaginer tout un tas de services vocaux qui pourraient se développer aussi bien au domicile pour les patients, mais également à l'hôpital. Est-ce que c'est bon, tout le monde m'entend? C'est bon. Oui. Nickel, Angela. Merci, merci. Alors, oui, le grand concurrent de notre Facebook préféré et Instagram, c'est TikTok. Et il y a de plus en plus de professionnels de santé et de patients qui s'y retrouvent pour offrir des conseils en réalisant des vidéos humoristiques accompagnées de musique pop, de danse, de petits textes marrants. Pour répondre aux questions du public et ici d'un public très jeune. La jeune génération se tourne vers TikTok pour obtenir ces conseils. Vous avez sûrement entendu parler du phénomène Carla Valette. Elle est présente sur la photo en bas. C'est une jeune étudiante en médecine, je crois que 6e année de médecine à Toulouse, qui a réussi à rendre cool la santé, on va dire, c'est ce que tout le monde écrit sur elle, en démystifiant le corps et en brisant beaucoup de tabous. Elle s'est lancée en 2020. Angela, ton micro. Angela, dans tous les domaines. Ton micro, il y a des coupures, c'est haché. Oui. Donc, soit tu coupes la vidéo, peut-être. Ça ira mieux avec ton réseau, peut-être. Désolé. Okay. Donc, on a plusieurs par les différents secteurs. Par exemple, on a Dr Never, qui est dentiste, qui est très vu. On a la psychologue Courtney Tracy avec The Truth Doctor, la dermatologue Dermatodray et pharmacienne Tuglima. Et je peux continuer. Il y a plus en plus d'influenceurs santé sur ce réseau. Et cette adhérence au contenu loufoque a fonctionné pour le produit de Mucinex, que vous pouvez voir derrière, avec le challenge Too Sick to Be Sick, qui avait été lancé. C'était la première marque sur la plateforme pour lancer un lancement de produit qui a très bien marché. Et depuis, on en voit de plus en plus. Donc, c'est vraiment une plateforme qui fait concurrence et qui fait rire et parler de santé et essayer de parler de santé aux jeunes de manière à éviter la désinformation et les infox. Et on a vu aussi l'Organisation mondiale de la santé qui s'est mis sur cette plateforme, ainsi que plein de journaux pour parler de médias et d'informations, parce qu'ils se disent que c'est un lieu où il faut il faut peser le pour et le contre et vraiment montrer les bonnes informations avec bien sûr les petites palettes vertes pour être sûr qu'on est certifié et qu'on parle vraiment de choses correctes. Next slide, please. Alors, ce concept, le métaverse, est loin d'être nouveau. On a eu les Serious Games, les jeux de rôle filmés. Second Life, en 2016, avait déjà une pharmacie.
Depuis le changement bruyant du nom de Facebook à Meta, le métaverse est sur toutes les lèvres, tout le monde en parle en ce moment. Et pourtant, le concept de monde de métaverse n'est pas aussi nouveau que ça, en fait. Mais il y a une opportunité sans précédent pour certains qui considèrent ça comme une chimère à la mode, pour d'autres, qui est un mi-virtuel, mi-réel, pour engager surtout des sommes d'argent colossales. Donc, le principe de métaverse en santé serait de créer son idéal environnement professionnel numérique complet, on pourrait dire, un environnement collaboratif, sécurisé, évolutif, entre réalisme et gamification, bien sûr avec une optimisation du temps passé sur cet univers, car il faut à un moment se débrancher, mais c'est aussi un super moyen d'immersion. Alors, un petit exemple d'actualité, la start-up rennaise Simengo qui a créé un hôpital en métaverse pour la formation des établissements de santé, s'est rebaptisé Meta-Simengo. Donc, vous voyez, il y a une tendance, tout le monde se renomme pour être à la mode, on va dire, et envisage de lever de fonds pour finaliser le développement de cet hôpital virtuel qui, à terme, certifiera les formations dans la blockchain. Donc, atteindre le métaverse en santé nécessite bien sûr un coût économique, un coût écologique, parce qu'il y a beaucoup d'articles qui sortent en disant c'est pas forcément bien pour la planète, hein, qu'on utilise beaucoup d'énergie pour faire des usines avec plein de drives. Et c'est le plus large rendu possible pour une forme de progrès plus inclusif. Donc, on est encore loin, mais c'est un rêve qui est en train de se concrétiser à grands pas. Et on parle de métavers, mais tout s'imbrique. On a la blockchain, la crypto-monnaie, les NFT. Donc, NFT, c'est Non-Fungible Token, traduit en français en jetons non fongibles, qui sont des éléments qui s'imbriquent parfaitement dans son métavers. Le marché des NFT a explosé en 2021 et ces communautés d'avatars, de personnages en édition illimitée ont proliféré en même temps. Donc, vous avez sûrement entendu parler du CryptoPunk, du Cool Cat, du Poggy Penguin, mais aussi des ventes du premier SMS, par exemple, ou du premier tweet. Des choses qui vont devenir, qui vont être certifiées comme l'élément pur et dur et authentique. Et bien sûr, vérifié par la blockchain, comme ça, on peut vraiment vérifier de son unicité. Je pense que ça veut dire. Alors, la vente sous forme de NFT d'une radio, donc ça c'est de l'actualité, c'était une radio d'un patient rescapé du Bataclan. Un chirurgien français de la PHP a tenté de vendre aux enchères la radio médicale d'une patiente, une victime atteinte du 13 novembre au Bataclan. Et donc, le professionnel chirurgien de la PHP a tenté de le vendre à 2700 $ en équivalent NFT sur la plateforme OpenSea. Et on s'aperçoit qu'en fait, que nous avons déjà vu des sanctions concernant les images sur les réseaux sociaux comme Instagram et autres. Mais là, c'est vraiment une nouvelle forme d'infraction du secret médical et même de monétisation. Là, on parle d'actifs ayant une véritable valeur marchande. Donc, à l'inverse, les patients pourraient-ils monétiser leurs données de santé, les images, parce qu'en santé, on a beaucoup d'images, et les NFT pourraient-ils certifier aux patients la propriété unique de leurs données de santé numériques? C'est une vraie question. À voir. Gaïa. Donc, de métaverse à Gaïa X, on franchit le pas. En fait, on voit que de plus en plus, la notion de construire une souveraineté numérique européenne se pose de plus en plus. Et cette initiative de Gaïa X a été lancée je crois que c'était en 2019, avec un budget qui était aux alentours de 10 milliards d'euros étalés sur 7 ans. Parce que en fait, on se rend compte, on a vu tout à l'heure via ce qu'a présenté Didier, via ce qu'on voit là,
l'importance de disposer d'un espace qui permet à la fois de sauvegarder nos données, mais aussi un espace qui est sécurisé et qui est ce cyberespace européen, et notamment qui permet dans ce cas-là de garder un peu la maîtrise des données partagées en Europe. En tout cas, ça, c'est ce qui est affiché. Après, dans la réalité, c'est un peu plus compliqué. On a vu récemment, c'était il y a 2 ou 3 jours, il y a eu une conférence qui a été organisée par la ministre de l'économie sur ce sujet-là, sur la souveraineté numérique européenne, où là, ils ont fait un peu un retour d'expérience de ce qui a été déjà lancé. Et on voit de plus en plus que l'Europe se mobilise, pas spécialement sur cette partie donnée, mais aussi sur la partie investissement, notamment sur le semi-conducteur et tout ça. Mais cette construction pousse à construire cet espace européen qui a du mal à se mettre en place. Gaia-X, quand il a été lancé, il y a eu pas mal de critiques autour de ce projet-là, mais normalement, on devait avoir là en 2022, là, dans ce premier trimestre, les premiers espaces de données via ce projet-là. Mais en parallèle, on voit aussi que certains pays, toujours dans cette protection de données, on a vu, je crois que c'était en janvier, où c'était l'Autriche qui a interdit l'usage de Google Analytics, qui a été suivi après par les Pays-Bas. Donc la question en fait de la donnée commence à se manifester de différentes manières dans différents pays européens, qui aussi poussent parce que si demain Google, je sais pas, se retire de l'espace européen avec l'usage de Analytics et compagnie, ça va poser pas mal de questions ou de problématiques et que pour le moment ne sont pas encore résolues. Donc ces projets sont lancés au niveau européen. On essaye de mobiliser autour de ça pour essayer de disposer d'acteurs majeurs qui permettront d'apporter des solutions à l'ensemble des citoyens européens. Mais bon, on verra si cette initiative, notamment avec ces espaces de données, on va pouvoir tester ou y accéder en fonction des projets, bien sûr, et voir si ça va se développer. En tout cas, les fonds ont été mis à disposition. Il y a une volonté européenne sur ce sujet-là. Après, maintenant, voir si il y a les actes qui suivent derrière. Slide suivante. Juste pour info, Chanfi, la CNIL a annoncé aujourd'hui qu'elle embrayait le pas de l'Autriche et qu'elle jugeait aussi illégale l'utilisation de Google Analytics dans le cadre du RGPD. Bon, bah, alléluia. Je crois que ça a été publié d'ailleurs. Je me demande si ce n'est pas Déborah qui l'a publié. Voilà. Alors ça, c'est complètement illusoire, sachant que 95% des entreprises l'utilisent, donc je ne sais pas comment ils vont faire. Mais... Moi, je trouve, Ouais, voilà. ils sont même allés vers des sociétés françaises qui utilisaient des hébergeurs. Ben oui, ça bruissait sur Twitter tout à l'heure. Bon, en tout cas, vous voyez, on est au cœur de l'actualité, donc ce sujet-là va crisper de plus en plus, parce que entre la volonté affichée éthique qui est important et aussi la partie économique, donc je pense qu'on commence à rentrer dans les débats les plus intéressants sur ce sujet-là, parce que soit on avance, soit il faut qu'il y ait des solutions. La nature a horreur du vide. Donc, est-ce que ça se fera à coup de loi ou à coup de... Je n'en sais rien. En tout cas, voilà, on est dans cette problématique-là pour d'ici, dès maintenant, dans les prochains jours. Si Twitter commence à bruisser, donc tout va pour le mieux. Donc, on passait aussi sur la partie 5G. Donc là, je vais un peu changer de continent parce que je vais parler plus de la Chine. Qui est actuellement le pays qui a le plus déployé la 5G le plus rapidement possible par rapport au reste du monde. Donc son système maintenant de santé commence à bénéficier réellement de la 5G. La télémédecine maintenant est passée plutôt d'une simple consultation de vidéo à une consultation complète, une prestation complète, mais à une prestation complète en ligne qui permet à la fois de prendre le rendez-vous, de suivre le patient, de lui
prescrire des médicaments ou un suivi jusqu'à la sortie du parcours. Il y a eu déjà des tests lors du Covid en 2020 où il y avait un centre qui centralisait tous ces appels-là et qui a permis après de diagnostiquer ou de suivre des patients qui étaient un peu plus isolés un peu partout en Chine. Donc là aussi, ces enjeux-là, nous, on a un débat en France sur l'utilité de la 5G ou pas, donc je ne vais pas rentrer dans ce débat-là, mais on voit quand même, jusqu'à maintenant, on avait l'idée de la 5G, à quoi qu'est-ce que ça va apporter. On voit qu'en fonction des pays, en fonction des usages, hein, il y a certains pays qui ne sont pas posés trop de questions pour aller dans ce système-là et qui commencent maintenant à organiser leur santé autour de ces différents réseaux pour essayer d'améliorer la vie de leurs différents patients. Moi, c'est l'exemple que on a vu, c'est la Chine, je sais, j'ai pas vu d'autres, peut-être en analyste d'autres ailleurs, mais qui est plus parlant et qui donne réellement des exemples qu'on peut voir et après d'être en capacité de dire c'est intéressant ou non et d'avoir un retour d'expérience sur l'usage de la 5G dans la santé. Ils sont en avance. Donc on a tiré un plouf-plouf dans le groupe et c'est sur moi qu'est tombé le quantique. Alors je vous ramènerai surtout à mon camarade Olivier Ezrati sur le site d'Opinion Libre. Hein. Olivier a fait son rapport sur comprendre l'informatique quantique. Il y a toute une partie qui est dédiée à la santé pour le quantique. On sait que l'année dernière, en janvier 2021, un grand plan a été lancé par Emmanuel Macron. Donc la stratégie nationale d'accélération quantique avec 1,8 milliard d'euros sur 5 ans. Voilà, est-ce que c'est suffisant, pas suffisant? Aujourd'hui, le quantique, on prévoit bien le potentiel d'augmentation de puissance de calcul avec vraiment des possibilités en santé sur de la modélisation de protéines, de molécules, d'accélération de recherche et développement. Là, pour l'instant, c'est un peu la guerre, la guerre des annonces entre les États-Unis et la Chine, entre des grandes boîtes américaines. Donc, il y a Google qui a lancé Sycamore, qui est son processeur quantique. Donc, ils ont annoncé qu'ils avaient fait en 200 secondes un calcul qui aurait pris 10 000 ans au meilleur supercalculateur du moment. Alors, le meilleur supercalculateur du moment, c'est tout désigné, c'est IBM. Donc, IBM a répondu en disant que Big Blue l'aurait fait en 2 jours et demi et de toute façon, son calcul aurait été bien meilleur que celui de Google. Et puis, il y a quelques jours, les Chinois ont dit « mais calmez-vous les amis, notre supercalculateur Zhuxiongji, du nom d'un mathématicien astronome chinois, lui, il est 10 millions de fois plus puissant que le Sycamore de Google, alors que c'est nous qu'on a gagné. » Alors, Olivier Ezrati, dans son blog, vous verrez, a écrit beaucoup sur le hype, gérer le hype du quantique. Donc, on est un petit peu dans ce fantasme du moment du quantique. Il n'en reste pas moins qu'on comprend bien le potentiel. Il y a déjà des sociétés comme Qubit Pharmaceuticals qui se sont positionnées là-dessus, notamment sur du retraitement de calcul sur des molécules existantes pour les repositionner sur d'autres traitements. Et puis, les plus optimistes nous prédisent déjà l'apocalypse quantique, puisque tout à l'heure, Angela nous a parlé de la blockchain. C'est bien, c'est censé sécuriser nos données, mais tu penses bien qu'un ordinateur quantique avec des puissances de calcul infinies va nous casser tout ça, plus rien sera sécurisé. De toute façon, les données, elles sont perdues. Donc, voilà, donc pour l'instant, gardons notre calme. Le quantique, c'est fantastique, ça avance doucement mais sûrement. Et suivez le blog d'Olivier Ezrati, qui est quand même le plus pertinent et l'expert aujourd'hui en France sur ces sujets-là. Donc, n'hésitez pas. Merci Lionel. Alors, pour finir, la santé mentale. C'est vrai que peut-être qu'après ce passage du nombre de slides, vous avez peut-être besoin justement d'une prise en charge de votre santé mentale, mais ça, on n'y peut rien. Alors, la santé mentale, enjeu prioritaire. Ce qui est intéressant avec le post-Covid, moi je dirais le post-Covid parce que je pense qu'on arrive un petit peu sur la fin.
Pendant le Covid, comme vous le savez, bon, je parlerai de la Chine qui est un peu particulière, mais même en France ou en Europe ou ailleurs, il y a eu une augmentation de l'usage du numérique. Alors l'usage du numérique, bien sûr, télétravail, d'autres, hein, mais usage du numérique sur le plan ludique. Il y a eu une augmentation d'achat de jeux vidéo, beaucoup de familles se sont remis aussi aux jeux vidéo. Et puis, il faut savoir que tout de même, beaucoup de jeunes se sont retrouvés totalement isolés, sans aucune interaction avec l'autre, hein, puisqu'on sait bien que les jeunes, et surtout adolescents, et même les adultes, hein, même nous, hein, mais encore plus les adolescents, ont une nécessité de communiquer. Ancienne génération, on téléphonait en rentrant chez soi, après on utilisait son smartphone, ou on se mettait derrière l'ordinateur, on chattait, on jouait aux jeux vidéo. Donc il y a eu vraiment une augmentation au niveau de la connexion chez le jeune pour pouvoir rester en lien avec l'autre. Ça, c'est hyper important. Alors les Chinois, eux, ils ont vu surtout le mauvais côté en disant c'est trop. Donc ils ont commencé à paramétrer sur TikTok justement du filtrage pour les jeunes. Alors bien sûr, il faut bien sûr que celui qui utilise le TikTok, on ait mis que son âge, et donc ça c'est par rapport aux parents. Et surtout sur le plan informatique, il y a eu des communications et il semblerait que, alors je n'ai pas été vérifié, mais qu'en Chine, on demande aux jeunes en dessous de 16 ans de ne se connecter que le vendredi, samedi et dimanche sur les jeux vidéo. Donc vous savez que la Chine est quand même très totalitaire, hein, sur le plan numérique, hein, il faut bien savoir, et avec un temps horaire. Bon, alors moi qui suis addictologue et étant très numérique, je pense qu'il y a en effet un juste milieu, mais c'est vrai qu'au niveau santé mentale, avec l'évolution actuelle post-Covid, je pense qu'on aura des problématiques qui vont apparaître, un peu comme les névroses post-traumatiques chez le combattant, chez les jeunes enfants qui ont vécu pratiquement 2 ans avec des masques, qui ont été un peu plus isolés ou qui ont été uniquement en connexion par de la visio avec leurs professeurs ou avec leurs copains. Voilà. Merci Didier. Donc vous avez vu sur ces projections, alors c'était difficile d'être exhaustif, hein, il y a beaucoup de choses. Et notamment, c'est vrai, le parti pris, on était beaucoup sur les technologies, mais il y a beaucoup d'autres sujets, hein. On voit par exemple émerger beaucoup de solutions maintenant pour mettre en avant l'expérience patient, notamment la start-up Entends-moi, hein, dont certains dans l'audience font partie et qui permet de faire entendre la voix des patients. Il y a d'autres sujets, hein, autour de la santé de la femme, ce qu'on appelle la femtech et d'autres qu'on aurait pu aborder. Il y a beaucoup de thématiques. En tout cas, voilà, on a essayé de vous montrer un petit peu les projections qu'on pourrait voir sur cette année. Avant de prendre vos questions et puis de pouvoir échanger, juste vous partager quelques points d'actualité pour le Club Digital Santé sur cette année 2022. Tout d'abord, l'IRL qu'on avait prévu au mois de décembre avec Ville.am va être donc reporté au 23 mars, donc en présentiel, et donc toujours sur ce thème de 2022, tous connectés à sa santé. Donc, on va diffuser prochainement donc, les informations sur les participants et les inscriptions et les modalités pour ceux qui étaient inscrits aussi du coup, au mois de décembre. Donc, voilà pour la première actualité. Une autre actualité importante pour ceux qui sont start-upers, il y a un prix qui est mis en place avec le Festival de la communication santé, dont Club Digital est partenaire depuis plusieurs années. Vous avez donc une date limite d'inscription au 25 février. Donc, il y a comme tous les ans deux prix. Il y a le prix du jury, avec un jury composé d'experts et de membres du Club Digital Santé, et puis le prix des internautes avec un vote en ligne pendant près d'un mois qui va permettre de désigner aussi un autre vainqueur. Et puis la remise des prix se fera lors du Festival de la communication santé qui aura lieu le 1er avril à Deauville, et donc qui permettra de récompenser les sociétés les plus innovantes. Et puis un certain nombre de partenariats qu'on a déjà au cours de cette année autour d'événements. Donc vous avez fin mars le Hacking Health Camp qui revient en présentiel à Strasbourg, qui est l'un des plus grands hackathons santé dans le monde, et qui permet justement de faire vivre l'innovation lors de hackathons d'une durée, je crois, de 50 heures. Vous avez aussi, bien sûr, Santexpo, hein, qui permet de mettre en lumière toute l'innovation, toute la modernisation, la transformation de l'hôpital, et qui est intéressant, qui est au mois de mai. Nous avons bien sûr la traditionnelle université de la e-santé à Castres,
qui aura lieu cette année 28 et 29 juin. Et puis un autre événement qui aura lieu début juillet et qui est consacré à un sujet qu'on a abordé aujourd'hui, qui est la thérapie digitale, donc DTX France, qui aura lieu tout début juillet, qui est organisé par Tech2Med et qui fera justement un focus sur ces thérapies digitales, sur leur évolution et les perspectives dans les prochaines années. Donc voilà un petit peu sur les actualités du Club Digital Santé dans les mois à venir. Si vous avez des questions sur ce qu'on a pu mettre en avant en termes de projection, n'hésitez pas. Et puis, sinon, on peut tout simplement rester, pour ceux qui le veulent, encore échanger un petit peu sur tous ces sujets. Argument, caméra et micro.